Bonjour à tous, je me présente, je suis Sarah de la SCOP Semawi et aujourd'hui on est ensemble pour 1 heure pour un webinaire sur profiter du témoignage d'un dirigeant, à savoir Alyosha, qui a transformé son entreprise en société coopérative. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Semawi, nous sommes une SCOP installée à Grenoble. L'entreprise existe depuis 12 ans. Et notre métier, c'est l'accompagnement managérial des entreprises et des équipes qui veulent expérimenter d'autres formes de coopération et de travail. Donc, on va être ensemble pour 1 heure, comme je vous disais. Je vais mener cet échange à la manière d'une interview avec Alyosha. Et vous pourrez m'adresser donc vos questions. Je les adresserai à Alyosha dans les 40-30 minutes qui nous resteront. Anne-Claude nous aura fait un partage de son expérience. Bonjour Alyosha. Bonjour. Alors, on est parti. Je te propose de nous raconter un petit peu comment s'est passée la transformation de ce qui était ton entreprise à toi uniquement, et puis comment est-ce que tu en es venu à la transformer en une société coopérative? Oui, alors je m'appelle donc Alyosha Yordanov. Je dirige aujourd'hui Semawi et c'est une entreprise que j'ai créée il y a un petit peu plus de 12 ans. C'est une entreprise que j'ai créée seule au départ et puis l'entreprise a grandi, a connu un développement à un rythme naturel, organique, je dirais. Une équipe s'est constituée et dès que nous avons été plusieurs dans cette équipe, on a commencé à pratiquer des méthodes de gestion de projet, des méthodes de prise de décision qui venaient principalement du courant de l'agilité, des méthodes agiles, dans le but d'avoir un système de décision qui soit partagé, dans le but d'avoir la possibilité de développer l'autonomie des personnes dans l'équipe et des prises de décision qui soient prises au plus proche du suivi des dossiers, des projets, et en évitant un phénomène de centralisation ou de remontée des décisions dans un centre ou à une tête de pyramide. Quand on a été plus nombreux, ces méthodes agiles ont été très utiles pour structurer ces prises de décision, pour adopter des pratiques en matière de format de réunion qui nous permettent à la fois d'avoir des temps de réunion qui soient sécurisés, qui soient cadrés, qui restent efficaces, tout en permettant aux individus de s'épanouir dans ce cadre-là et d'avoir la possibilité d'infléchir, de participer aux décisions stratégiques de la vie de l'entreprise. Il est arrivé un moment, à peu près à l'âge de 9 ans, donc l'entreprise à l'âge de 9 ans, où sont venus des questionnements un petit peu nouveaux pour moi en tant que dirigeant et à l'époque unique propriétaire de l'entreprise, parce que j'ai eu des sollicitations de reprise de l'entreprise. Alors évidemment, quand on est dirigeant et quand on est propriétaire d'une entreprise, ce sont des propositions qui font réfléchir, parce que les sommes d'argent qui sont en jeu sont importantes, et parce qu'après une dizaine d'années d'activité et de risques pris et de semaines de 80 heures, évidemment, ça fait réfléchir quand on nous dit, voilà, en échange d'une certaine somme d'argent, on vous reprend votre entreprise et on peut mener un deal en quelques mois. Sauf qu'en creusant, je me suis rendu compte que ces propositions de reprise étaient principalement intéressées par notre portefeuille client, certains savoir-faire métiers, mais qu'en tout état de cause, la culture d'équipe que nous avions construite ensemble et les mécanismes mis en place en matière de prise de décision, de vie d'équipe, allaient très certainement disparaître ou en tous les cas se diluer dans un ensemble plus grand et dans une autre culture d'un potentiel repreneur. Cette réflexion-là, ça a été un déclencheur pour moi où je me suis dit que finalement, en tant que créateur, en tant que dirigeant et en tant que propriétaire des parts sociales de cette entreprise, je n'avais pas fait tout ce cheminement-là pour céder cette entreprise. L'entreprise n'a jamais été une start-up, le but n'a jamais été de créer un maximum de valeur pour la revendre le plus vite possible. Et c'est apparu au grand jour à ce moment-là. Et il m'est apparu important de trouver une manière à la fois d'aller plus loin dans la distribution de l'autorité, la prise de responsabilité autonome et le développement de la liberté des individus dans l'entreprise, et aussi d'aller plus loin dans la sécurisation à long terme de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que, au détour d'une réunion, je me rappelle, c'était à la fin d'une rétrospective, j'ai lancé
un petit peu comme une bouteille à la mer, l'idée qu'on puisse transformer cette entreprise en scope. Je ne savais pas si ce mot allait parler, je ne savais pas si les salariés à ce moment-là étaient au fait et avertis sur ce sujet-là de la forme coopérative. J'étais moi-même pas du tout expert du sujet, mais je savais que c'était une forme d'entreprise qui peut-être permettait de répondre à certains de ces enjeux-là. Et là, ça a été une grande surprise parce que la réponse a été unanime d'abord et très rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, on a pris une décision qui n'a pas été difficile du tout, de se dire oui, évidemment qu'il faut qu'on se transforme en scope. Et là, on est rentré dans un vaste chantier sur lequel tout le monde s'est mobilisé. Tous les salariés du moment embarquaient dans l'histoire, c'est-à-dire étaient partie prenante pour devenir des associés de la SCOP. Et on est rentré dans un processus de préparation des statuts, donc d'écriture des statuts, et de maturation de tout un tas d'informations, de décisions, etc., qu'on avait à prendre pour transformer cette entreprise-là en coopérative. Le format coopératif des entreprises, je vais en dire deux mots pour qu'on parle bien d'une même chose. Ce sont des entreprises qui ont des particularités dans leur statut qui leur confèrent une spécificité, c'est d'être une coopérative qui repose sur quelques éléments clés. Je ne vais pas tous les lister, mais pour donner les plus caractéristiques. Dans une SCOP, un associé est égal à une voix. Ça, c'est un des principes fondateurs des coopératives. Ça veut dire qu'on a un principe d'égalité sur les porteurs des parts. Indépendamment du nombre de parts sociales qu'on détient dans l'entreprise, on a une voix. Qu'on ait apporté 150 € de capital ou qu'on ait apporté 10 000 € de capital, c'est la même chose, on a le même pouvoir de décision dans une assemblée générale. Deuxième caractéristique très importante, c'est que la SCOP a des parts sociales, des actions, si on veut, qui ont une valeur nominale qui est fixe. Par exemple, nous, on a choisi une valeur nominale des parts sociales qui est de 50 €. Ce sera toujours 50 €. Il n'y a pas de revalorisation avec le temps des parts sociales dans une SCOP. Même si cette entreprise s'enrichit, accumule des réserves et développe une valorisation au sens comptable qui progresse avec le temps. Ça, c'est un changement de paradigme fondamental par rapport aux sociétés de forme capitalistique, puisque ça veut dire que quand on détient, si on achète 10 parts sociales de 50 €, donc on met 500 € de capital, 10 ans plus tard, si on revend ses parts, on récupère 500 €, pas 1 € de plus. Quel que soit l'état de la santé économique de l'entreprise, sauf si éventuellement elle a réduit son capital, mais je vais mettre ce cas à part. En tous les cas, il n'y a pas de possibilité d'enrichissement par la réalisation de plus-value sur la revente des parts sociales. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de phénomène spéculatif sur la détention d'une part de capital de SCOP. Et enfin, un troisième volet qui est très important dans une SCOP, c'est que les associés, qui, je vous le rappelle, chacun pèse une voix, doivent être majoritairement des salariés. On peut avoir des associés extérieurs dans une SCOP, c'est-à-dire des associés qui soient des associés non salariés, c'est tout à fait possible, mais les associés salariés doivent absolument détenir plus de 50% des voix et plus de 50% du capital. Ça veut dire que le contrôle de la société, les décisions importantes et notamment la désignation de la présidence ou de la gérance selon qu'on est en SARL ou en SAS est sous le contrôle des salariés. Je viens de dire à l'instant que ça pouvait être une SAS ou une SARL. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le statut SCOP est une couche juridique qui se rajoute sur le droit des sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, on est une société qui peut être SARL, qui peut être SA ou SAS, et qui en plus est une SCOP. En l'occurrence, dans le cas de Semaoui, on est une SAS SCOP, parce qu'on respecte l'ensemble de ces critères et qu'on a dans nos statuts toutes ces règles de fonctionnement. Le processus de transformation d'écriture des statuts est un processus qui, pour nous, a pris 9 mois. Je pense que ça peut être plus long, ça peut être plus rapide. Il se trouve que dans notre cas de figure, on a été accompagné par l'Union régionale des SCOP qui propose ce type d'accompagnement sur la transformation juridique des entreprises existantes en coopérative. C'est vraiment un accompagnement qui a été précieux pour nous et qui nous a permis de gagner beaucoup de temps, d'éviter des erreurs certainement, notamment sur la dimension juridique et sur la compréhension par l'ensemble de l'équipe de qu'est-ce que ça veut dire être salarié associé finalement.
Additionné à ça, on a rajouté des éléments dans notre gouvernance qui ne sont pas spécifiquement liés au scope et qui sont plutôt liés à la culture qu'on avait déjà, et qui sont des éléments de gouvernance partagée. Une fois qu'on a constitué cette société coopérative et qu'on était devenu une SCOP avec tous ce statut de salarié associé, c'est très vite posé la question de comment on allait prendre les décisions. Alors évidemment, dans un processus d'émergence, de création, surtout nous qui n'étions pas très nombreux, on était 7 à ce moment-là, ce n'était pas très compliqué de tomber tous d'accord et on a plutôt eu assez vite des phénomènes d'unanimité qui en fait ont fait que la question de la modalité de prise de décision n'est pas venue immédiatement, mais au bout de quelques mois. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que la culture que nous avions déjà depuis plusieurs années, de la pratique des méthodes agiles et de la philosophie agile dans la prise de décision, était peut-être insuffisamment complète. On avait acté clairement au moment de la constitution de la société que le vote majoritaire, par exemple en Assemblée générale, n'était pas une modalité de décision qui nous convenait. Elle ne nous convient pas parce que le vote majoritaire a un énorme défaut, c'est qu'il ne sait pas prendre en compte la minorité. Et on sait par ailleurs qu'on dispose d'outils de prise de décision qui permettent d'aller vers des formes de décision intégratives, c'est-à-dire qu'on s'assure de prendre en compte les objections potentiellement existantes sur une décision. C'est pour cette raison qu'on a pris à ce moment-là le parti de développer une forme de gouvernance qui aille beaucoup plus loin dans le partage de l'autorité et de la décision. Et on a choisi d'adopter une gouvernance en holacratie, qui est dans la droite ligne philosophique des principes de l'agilité, mais qui va beaucoup plus loin puisque là, elle s'adresse à l'ensemble de l'organisation. C'est un système complet d'organisation et de gouvernance partagée. On a eu l'occasion d'en parler dans un précédent webinaire et c'est un sujet sur lequel on prend souvent la parole. Et cet outil-là a été assez fondamental pour nous et très directement associé à la transformation de l'entreprise en coopérative. Et une fois seulement qu'on était devenu SCOP, ensuite on est rentré dans d'autres questionnements qu'on avait peut-être moins abordés avant, notamment sur les enjeux financiers, sur les enjeux de rémunération, de salaire, etc., qui sont des sujets qui, du coup, peuvent être discutés parmi d'autres, puisqu'on a des décisions à prendre en tant qu'associé. Alors, j'ai très envie de rajouter une précision là, à cet endroit-là. Il faut bien comprendre que dans une coopérative, on n'est pas dans une logique où tout le monde s'occupe de tout, surtout pas. On reste une entreprise, on a besoin d'être rentable, de faire du résultat, d'avoir un bilan équilibré. Et aussi de préserver la liberté d'initiative et d'autonomie des individus. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça faisait partie des fondamentaux et des valeurs sur lesquelles je souhaitais absolument que ça reste un fil directeur de notre évolution. Donc, c'est un phénomène qu'on a souhaité appuyer et c'est pour ça que holacratie nous a beaucoup aidé. On est dans une logique d'autonomie des rôles. Il y a énormément et l'immense majorité des décisions qui sont prises en autonomie par différents rôles, par des personnes, seules ou à plusieurs, mais des personnes dans l'organisation. Pas forcément en passant par le dirigeant et pas forcément non plus en passant par un vote ou une sorte de prise de décision horizontale où tout le monde s'exprimerait sur tout en permanence, ce qui évidemment serait complètement dysfonctionnel dans une entreprise. Néanmoins, cette pratique de la vie coopérative nous permet d'avoir des espaces qu'on peut solliciter un peu à tout moment, dès qu'on sent qu'il y a des tensions qu'on ne sait pas gérer seul ou en sous-groupe, ou bien qu'il y a un sujet suffisamment important pour qu'on on juge nécessaire et important de prendre une décision ensemble, collectivement, avec tous les associés. Cette partie-là, gouvernance partagée et répartition de l'autorité dans les rôles, je ne vais pas la développer beaucoup aujourd'hui. Je voudrais parler plus spécifiquement de ce qu'amène le statut coopératif dans une entreprise, au-delà de ces dynamiques de partage de gouvernance et de décision. Et là, je vais parler plus spécifiquement de mon expérience en tant que dirigeant. J'ai envie de vous dire que ça change complètement la vie. En fait, être dirigeant d'une SCOP, ce n'est pas la même chose qu'être dirigeant d'une autre forme d'entreprise. Évidemment, il y a des points communs. Évidemment, en tant que mandataire social, il y a un certain nombre de responsabilités légales ou pénales qui sont les mêmes que celles que j'avais avant. Là où ça change complètement, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'entreprise et qui sont la force de travail de Semaoui, ce sont mes associés.
Et même si, en l'occurrence, j'ai gardé, par exemple, une part de capital plus importante que mes associés, j'ai une majorité relative, on pourrait dire, ça ne me donne pas plus de pouvoir et nos processus de décision s'appuient là-dessus, c'est-à-dire qu'une voix, c'est une voix indépendamment du nombre de parts qu'on détient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'on peut réellement rentrer dans une logique de partage de la responsabilité et des décisions importantes. Et quand on a des décisions complexes à prendre, elles sont prises à plusieurs et en fait, alors ça prend un petit peu plus de temps, évidemment, de prendre des décisions à plusieurs. Et en même temps, ça crée des décisions tellement plus robustes, tellement plus intelligentes que finalement, ce temps-là, on en récupère très, très vite l'avantage. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que peut-être que seul, il y a des décisions que je prenais plus vite, mais comme beaucoup de dirigeants d'entreprise, je pense, il y a aussi un certain nombre de décisions qu'on ne prend pas, qu'on reporte, ou on trouve le moyen de contourner la décision en faisant autrement. Et le fait d'avoir des associés fait qu'il y a des décisions qu'on ne peut plus contourner parce qu'il y a aussi un devoir de transparence entre nous qui est très fort et des attentes de ce point de vue-là de mes associés qui ne sont pas juste des associés investisseurs, ils ont investi aussi, mais ce sont aussi des associés opérationnels. Donc mes associés ont une attente énorme là-dessus, en termes de transparence, d'accès à l'information, de compréhension de ce qui se passe, qui fait que ça oblige finalement à venir dans une posture d'explication, dans un premier temps, pour faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat, comment fonctionne une trésorerie, comment est-ce qu'une trésorerie est complètement déconnectée d'un bilan, comment est-ce qu'on interprète les deux, comment est-ce qu'on fait des prévisions, etc. Et puis, ça amène à prendre des décisions sur des risques qui sont identifiés par les autres. Et là, on voit toute la force de l'intelligence collective et du fait qu'il y a vraiment beaucoup de valeur à partager ça avec les autres dans l'entreprise. Ça a permis très concrètement de dégager de l'énergie parce que j'ai dégagé, j'ai libéré de la charge mentale, je pourrais dire, en tant que dirigeant. Avec ce partage de responsabilités, énormément de choses se font en autonomie, sans que j'ai à m'en occuper, sans que j'ai à les contrôler ou vérifier, parce que j'ai des associés qui sont tout aussi responsables que moi de ce qui se passe. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans ce niveau de confiance. Et puis, ça dégage du temps physiquement, en termes de nombre d'heures de travail. Concrètement, je travaille moins aujourd'hui en tant que dirigeant de Scope que je ne travaillais en nombre d'heures en tant que dirigeant de SAS unipersonnel. Alors, ce n'est certainement pas la seule raison. Il y a aussi une maturité professionnelle, etc. et plein de choses qui peuvent jouer. Mais très certainement que le statut coopératif vient mettre de l'équilibre pour tout le monde dans cette relation à l'entreprise, en particulier quand on est dans la peau du dirigeant, qui évidemment, en tant que mandataire social, est un rôle un peu particulier. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les avantages qu'il y a à être en Scope. Je ne vais pas forcément aller plus loin tout de suite, là maintenant, sur ce sujet-là. Il y aura peut-être des questions auxquelles je répondrai, ce qui me permettra d'être plus proche de ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Parmi les questions qui me sont souvent posées par les gens que je côtoie dans les différents milieux d'entreprise, etc., il y a ce rapport à la propriété de l'entreprise. C'est-à-dire, oui, mais en fait, en tant que dirigeant, Alyosha, tu as complètement abandonné, on me dit tu as donné l'entreprise à tes salariés. C'est un peu vrai et pas complètement en même temps. C'est-à-dire que ça m'a permis d'avancer sur cette réflexion de savoir à qui est-ce qu'elle appartient l'entreprise. Et finalement, même quand on détient 100% des parts sociales, je ne pense pas que j'étais propriétaire de l'entreprise. En réalité, juridiquement, j'étais propriétaire des parts sociales, ce qui me donne un pouvoir d'agir sur l'entreprise. Mais l'entreprise est une personne morale qui existe par elle-même et qui, d'ailleurs, peut très bien survivre à ses dirigeants, à ses actionnaires, changer de main, etc. Et cette distinction-là entre l'existence d'une personne morale de cette entreprise, indépendamment de l'existence de la personne physique du dirigeant et de l'actionnaire unique, cette distinction-là prend beaucoup plus de corps et de signification quand on est en coopérative. Parce que là, c'est quelque chose qui est objectivé et qu'on peut plus toucher du doigt. Une coopérative n'appartient à personne, encore moins, je dirais, qu'une société capitalistique, et c'est très visible. Et c'est intéressant de se décomplexer de ce rapport à la propriété, d'accepter de ne plus chercher à être dans le contrôle et de voir que finalement, au plus on partage l'autorité, au plus on partage le pouvoir en quelque sorte, au plus on a un accès à une capacité de transformation sur le monde qui est grande.
C'est-à-dire qu'en fait, le développement de notre capacité à agir a été démultiplié par le fait qu'on soit en coopérative et donc par le fait que, d'une certaine façon, j'ai lâché une partie du contrôle que je pouvais avoir sur l'entreprise. Il y a aussi une dimension plus individuelle, plus éthique, je dirais, qui est le fait de permettre dans ce cadre-là à la personne qui est dans cette posture de dirigeant, qui est très centrale, qui est très en vue, qui est très en responsabilité dans l'entreprise, de se distancier par rapport à cette idée de contrôle et d'aller vraiment jusqu'au bout d'une logique de confiance. On est obligé de faire confiance quand on est en coopérative et on n'est pas dans cette logique de confiance un peu descendante où en fait il faudrait en quelque sorte que les salariés fassent leurs preuves pour qu'ensuite seulement on puisse leur donner notre confiance. Une fois que cette confiance-là est remise et qu'on partage le pouvoir en tant qu'associé de coopérative, ce n'est pas une confiance sur laquelle on peut revenir, c'est une confiance qui est vraie, qui est assez entière. Et le fait de rentrer dans ce terrain-là a été pour moi une façon d'aligner mes valeurs et ce qui est important pour moi avec ma pratique au quotidien du travail et la façon dont j'envisageais qu'on puisse piloter une entreprise. On a finalement aujourd'hui une entreprise qui se porte bien, qui est capable de se réinventer, d'évoluer, de s'adapter à son environnement, à son contexte, à un écosystème, à une conjoncture. Et en tant que créateur de cette entreprise, en tant que mandataire social aujourd'hui, j'ai cette sorte de tranquillité intérieure sur le fait que cette entreprise va perdurer après moi, que cette entreprise va perdurer après les associés qui y sont aujourd'hui, parce qu'en fait, cette entreprise ne peut pas être rachetée par qui que ce soit. Elle sera toujours contrôlée et pilotée par les gens qui vont travailler dedans et vont créer la valeur. Et vont peut-être la réinventer et peut-être qu'elle changera de métier. D'ailleurs, peut-être que certains parmi vous, je sais que dans les inscrits, il y a des gens qui nous connaissent, vous savez peut-être qu'on a changé de métier. On est une entreprise qui a changé de métier dans ces dernières années. Et ça, c'est cette capacité à se réinventer, je pense qu'on ne l'a que dans une vraie logique de partage de responsabilité. Voilà, et pour terminer mon propos là-dessus, j'ai envie de mettre en cohérence ce point-là de la résilience de l'organisation, en particulier dans les formes coopératives, avec le contexte mondial qu'on vit aujourd'hui, qui est complètement atypique et extraordinaire au sens premier. Très certainement que les formes coopératives d'entreprise sont, à mon avis, une forme d'avenir des entreprises parce que ça offre une capacité de résistance et de résilience des organisations économiques qui est sans commune mesure avec des entreprises qui, parce qu'elles sont capitalistiques, sont dans cette injonction un peu contradictoire de à la fois servir les intérêts de leurs actionnaires qui ont besoin de dividendes et qui ont besoin de rentabilité, de résultats nets pour distribuer ce dividende à des actionnaires, et en même temps sont dans cette injonction aussi sociétale de prendre soin des humains qui sont dans l'organisation, parce que de plus en plus, la qualité de vie au travail, la responsabilité sociétale des entreprises, etc., sont des choses qui deviennent centrales et importantes, et c'est très bien. Mais l'entreprise capitalistique classique met les dirigeants, met les managers dans une position très contradictoire par rapport à ça, et je pense que c'est une des sources de tension qui existent dans beaucoup d'organisations. En plus de ça, on a dans la forme coopérative une voie de sortie, je pense, par rapport à cette vision un peu conflictuelle entre patronat et salariat qui est très forte dans notre société depuis le début de l'ère industrielle, avec cette sorte de soupçon permanent que le propriétaire de l'entreprise, le patron de l'entreprise, quelque part forcément s'enrichit plus que les autres. À la fin de l'histoire, c'est lui qui va tirer la plus grande valeur de l'entreprise et donc quelque part il s'enrichit sur le dos des salariés et donc ça entretient aussi du côté des salariés cette image que l'employeur, le patron est un exploitant et que le salariat est une certaine forme d'asservissement. Dans la forme coopérative, on a l'ambition de régler cette tension-là et d'être complètement dans l'explicite par rapport au fait qu'on a un vrai intérêt mutuel commun à ce qu'une entreprise aille bien et qu'elle crée de la richesse, parce que cette richesse va être partagée entre les gens qui travaillent dedans principalement. Voilà, je vais m'arrêter là sur la première partie de description et peut-être on va prendre quelques questions. Oui, merci Alécha. Les questions qui nous arrivent, tout d'abord une de Sabrine concernant les scopes et le mouvement de l'entreprise libérée. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot. La question qui t'est posée, c'est une scope est-elle une entreprise libérée? Merci pour cette question.
Pas forcément. Je vais d'abord décrire qu'est-ce que c'est une entreprise libérée. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, qui est devenu un mot courant, et notamment dans les gens qui cherchent à réinventer un petit peu les formats de travail et le format d'entrepreneuriat. En réalité, ça décrit quelque chose d'assez précis et en même temps de très vaste. Entreprise libérée, c'est un terme qui a été vulgarisé par Isaac Getz il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années et qui décrit très précisément une entreprise, une organisation, parce que ce n'est pas forcément qu'une entreprise, dans laquelle les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toute action qu'ils jugent bonne pour l'entreprise, non pas parce que c'est la demande d'un supérieur, mais parce que c'est leur décision. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans la définition d'une entreprise libérée. Alors cette phrase, elle peut sembler anodine, elle est assez courte et en même temps elle est très dense. Et notamment, il y a ce libre et responsable. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre des décisions et tout le monde a la responsabilité des décisions. En fait, Isaac Getz a observé des dizaines et des centaines d'entreprises qui avaient des pratiques d'organisation de décisions très différentes. Et il a trouvé ce point commun entre elles, cette recherche de la liberté et de l'autonomie et de la responsabilité chez les parties prenantes dans l'entreprise. De ce point de vue-là, en fait, l'entreprise libérée ne décrit pas une forme d'entreprise, ne décrit pas une manière de prendre les décisions, ni même une forme de gouvernance. Dans mon expérience, je pense qu'une gouvernance partagée en holacratie, telle que nous la pratiquons chez Semaoui, nous permet d'être une certaine forme d'entreprise libérée au sens de la définition que j'ai donnée là. Même si on est un peu prudent avec le mot, parce que derrière l'idée d'entreprise libérée se cache parfois aussi une certaine forme de désengagement des leaders ou des dirigeants, comme si dans une entreprise libérée, le patron pouvait partir 6 mois en vacances et que ce n'était plus un problème. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vision d'une entreprise responsable. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment jamais dissocier la liberté de la responsabilité, ce que fait la définition de l'entreprise libérée, mais qui, dans le vocabulaire courant, est devenu quelque chose sur lequel il y a un petit peu un amalgame. Pour revenir au scope, la scope démocratise l'entreprise dans le sens où elle pose un principe d'égalité de voix. Une personne égale une voix, si tant est qu'on utilise le principe du vote majoritaire, évidemment. De ce point de vue-là, c'est une forme de révolution par rapport à l'entreprise capitalistique, mais c'est une question d'interprétation, puisque l'entreprise capitalistique est aussi égalitaire. Elle est sur un autre principe d'égalité qui est 1 euro égale une voix. À vous de considérer qu'est-ce qui est la meilleure forme d'égalité quand on veut parler de prise de décision. Donc la SCOP introduit des principes de démocratie dans l'entreprise, la SCOP introduit des principes de non-aliénabilité de l'entreprise, dans le sens où elle ne peut pas être rachetée. Personne ne peut venir de l'extérieur, investir et acheter l'entreprise et en devenir propriétaire. Elle sera toujours contrôlée majoritairement par les salariés qui sont dedans. Et comme je l'ai dit en introduction, on ne pourra pas s'enrichir en spéculant sur la coopérative. Donc il y a une certaine forme de sécurisation, de garantie qu'on va garder une forme de ce type-là sur l'objet social entreprise. Cela étant, on peut très bien imaginer une SCOP qui élit son mandataire tous les 4 ans en Assemblée générale et qui, à l'intérieur de son outil de travail, fonctionne avec une modalité tout à fait tayloriste, pyramidale d'organisation, avec un dirigeant qui a énormément de pouvoir, un top management qui prend les grandes décisions stratégiques et qui réfléchit pour les autres, un middle management qui essaye de faire appliquer ce genre de décisions tout en prenant soin de ses équipes, tout en étant rentable, etc., en essayant de ne pas faire des burn-out, et en bas de la pyramide, des gens qui sont priés de bien vouloir exécuter sans trop réfléchir. Le système d'organisation qui a très bien marché au début de l'ère industrielle, qui a fabriqué une quantité phénoménale de richesses et qui aujourd'hui est complètement remis en question, même si beaucoup d'organisations ne savent pas tellement comment faire autrement. La SCOP ne dit rien par rapport à ça. Simplement, elle pose des principes qui amènent cette réflexion sur la table et qui viennent poser explicitement la question du pouvoir dans l'entreprise et du contrôle. Et c'est là qu'intervient le sujet de la gouvernance partagée, où je pense qu'il faut aussi doter les entreprises coopératives d'une modalité de gouvernance qui soit explicite, pour sortir de la prise de leadership implicite ou cachée qui peut exister. C'est-à-dire que si on est dans un principe de vote majoritaire et qu'un dirigeant veut garder sa majorité pour rester dirigeant
alors même qu'il n'y a pas un principe de gouvernance partagée, ça peut très bien amener ce dirigeant à avoir des pratiques d'influence sur ses salariés qui visent à garantir sa réélection ou son élection, etc. Et donc tomber dans une modalité de jeu de pouvoir qui ne soit pas forcément très saine et très écologique pour l'entreprise. Donc non, une SCOP n'est pas toujours une entreprise libérée. Néanmoins, je pense qu'une SCOP est un merveilleux outil pour faire une entreprise libérée. Et je rajouterai autre chose, c'est que c'est quand même très compliqué pour une SAS unipersonnelle détenue à 100% par son dirigeant, qui peut être revalorisée et revendue à tout moment, d'être vraiment une entreprise libérée et d'être en cohérence complète avec ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, les salariés peuvent très bien interpeller les propriétaires, les actionnaires ou le dirigeant de l'entreprise en disant oui, d'accord, tu nous demandes d'être libre et autonome, etc. Mais à la fin de l'histoire, c'est toi qui vas t'enrichir avec cette entreprise. Donc, il y a cette sorte d'asymétrie par rapport aux bénéfices qu'on peut tirer de l'outil de travail qui fait que, dans beaucoup d'expériences, l'entreprise libérée a été fortement critiquée comme une sorte d'insincérité et comme même une forme de manipulation. Le monde de la start-up est assez accoutumé à ça, où sous prétexte de libération des entreprises, en fait, on met les équipes sous pression. Et à la fin, il y a quand même un but d'enrichissement personnel pour certains et pas pour d'autres. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est assez complexe. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie et le vocabulaire d'entreprise libérée, notamment, est à manier avec prudence. Voilà. Merci. Une autre question concernant du coup, le vocabulaire des SCOP. Comment est défini le mandataire social dans une SCOP? Alors, le mandataire social dépend de la forme d'entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, la SCOP, c'est une couche juridique qui se rajoute sur le droit des sociétés. Donc, il faut regarder la partie société. Si c'est une SARL, le mandataire, ça s'appelle un gérant. Si c'est une SAS ou une SA, le mandataire s'appelle un président. Bon. Ce que dit le droit coopératif, c'est que ce mandataire, donc le gérant ou le président, doit être désigné en assemblée générale. Jusque-là, ça n'est pas très différent de l'entreprise capitalistique, avec un principe d'égalité de voix sur une base, une personne, une voix. C'est ça la différence qu'amène la SCOP. Alors, si on retient le principe de l'élection pour désigner son gérant ou son président, ça veut dire qu'il y a une assemblée générale qui va élire ou réélire son dirigeant en faisant un vote majoritaire, et celui qui remporte le plus de voix est élu pour un mandat qui peut durer entre 1 et 4 ans. Après, comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui est de Semaoui, on a fait le choix de ne pas utiliser l'outil du vote majoritaire et on a un principe de gouvernance partagée qui permet d'utiliser d'autres formes de modalités, notamment, je pense à l'élection sans candidat, qui permet d'investir avec énormément de crédibilité et de reconnaissance de légitimité les personnes dans des rôles clés de l'entreprise. Voilà, mais ça, c'est une question de modalité de décision. J'ai envie de rajouter une information à ce stade-là, parce que souvent, on me rétorque que finalement, ça crée un risque d'instabilité, puisque à tout moment, les salariés pourraient faire une sorte de putsch et éjecter leurs dirigeants pour en mettre un autre à la place. Et je pense que les dirigeants qui envisagent de transformer leur entreprise en SCOP se posent tous ou toutes la question à un moment donné. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas si simple que ça d'éjecter un dirigeant. Ce n'est pas si simple que ça de prendre sa place. Et ce que montre l'histoire est complètement différent. D'ailleurs, les SCOP sont les sociétés qui ont la plus longue longévité de dirigeants. On est sur une moyenne de 17 ans et demi, je crois. Je ne sais pas exactement quel est le chiffre pour les sociétés classiques, je crois que c'est de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc en fait, les SCOP gardent leurs dirigeants en place presque 2 fois plus longtemps que les autres formes d'entreprise en moyenne. Ce qui veut dire qu'en réalité, le fait qu'il y ait cette légitimation par une assemblée générale, ça renforce énormément la crédibilité et la légitimité des dirigeants dans ces entreprises-là en forme coopérative. D'accord, merci pour cette précision. Une question pour un dirigeant, c'est déjà un gros chantier, je dirais, d'avoir un nouvel associé, une nouvelle personne dans son quotidien de dirigeant. Qu'est-ce que ça fait quand on est dirigeant? Ça se fait avec 5 autres personnes qui sont initialement des salariés. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Je pense que c'est très différent. J'ai eu des expériences passées avec des associés qui n'étaient pas des salariés, juste des associés qui étaient, où on a été à 50-50 ou 30-30-30, on a créé une société ensemble, etc.
le fait de s'associer avec les salariés est une démarche assez différente à plusieurs égards. D'abord, ce sont des gens qui sont déjà dans l'entreprise. Là, je vous donne le cas d'une transformation. L'entreprise existait déjà, on est devenu une SCOP. Donc, il y a déjà un lien qui existe entre moi, dirigeant à ce moment-là, et les salariés, et un lien qui est un lien asymétrique. Ce sont des gens que j'ai recrutés, j'ai signé leur contrat de travail. Donc, il y a déjà à ce moment-là un lien de subordination légal et réel dans la quotidien du travail. Donc, il faut bien être conscient que quand on est dans une démarche de transformation, on part de ce point de départ-là, qui n'est pas le même que si vous vous rassemblez avec 3 copains pour monter une boîte et vous dites « allez, on s'associe à 30-30-30 ». Ce n'est pas la même histoire. Je pense qu'il faut différencier les deux scénarios. Ensuite, il y a un autre point, c'est que des salariés qui deviennent associés font un chemin énorme de culture, de posture, d'informations à ingurgiter sur qu'est-ce que ça veut dire être associé. Si vous vivez cette expérience, vous verrez à quel point, en fait, c'est un chemin sur lequel il y a plutôt des craintes que des velléités de prise de pouvoir. C'est-à-dire que l'associé qui devient salarié, pardon, le contraire, le salarié qui devient associé, vous, en tant que leader d'organisation qui accompagnez ce mouvement-là, vous allez plutôt avoir besoin d'aller les soutenir dans leur prise de leadership, dans leur prise d'autonomie, dans leur prise de confiance en eux, que le contraire. Parce qu'en réalité, il y a une telle somme de responsabilités qui viennent avec ce statut que ça crée plutôt des mouvements de crainte, voire de réserve, voire de perte de confiance pour ceux qui se sentaient le plus loin de ce sujet-là. Quand on est salarié, qu'on s'est fait engager comme salarié dans une entreprise, on ne s'est pas forcément préparé à devenir un jour un des associés qui va avoir une voix à part égale avec son patron. Il y a un cheminement culturel important. Et en tant que leader de l'organisation, il y a ce rôle-là qui est, à mon avis, fondamental, d'accompagner ce cheminement-là. C'est une certaine forme de coaching, quelque part, hein, de l'équipe, et aussi parfois individuellement, pour soutenir ce mouvement-là. D'ailleurs, je pense que si on ne le soutient pas assez, c'est à peu près inévitable que certaines personnes n'embarquent pas. Que certaines personnes disent non, ce n'est pas pour moi, ou non, je trouve que c'est trop risqué, ou je ne me sens pas, ou pour X raisons. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave et on peut très bien transformer une entreprise en SCOP sans que la totalité des salariés deviennent associés. Le tout, c'est que les salariés associés soient majoritaires, encore une fois. Voilà. Donc, et dans mon expérience, le fait de m'associer avec les salariés a été une expérience qui a plutôt amené beaucoup de fluidité et de maturité dans la relation. C'est-à-dire que ça m'a permis d'avoir en face de moi des interlocuteurs beaucoup plus mûrs et beaucoup plus consistants pour discuter les décisions qu'on prenait à plusieurs. Beaucoup d'entre elles étaient des décisions qu'on prenait déjà à plusieurs, mais je me suis rendu compte après, je ne me doutais pas de ça avant, que le fait qu'eux, en face de moi, aient changé de statut et soient devenus des coopérateurs associés, leur a donné une consistance qui n'a plus rien à voir et qui fait que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui sont beaucoup plus matures et qui sont beaucoup plus force de proposition, qui aussi ont un effet miroir beaucoup plus crédible et beaucoup plus intéressant dans mon rôle de dirigeant. Et il faut aussi noter que de mon côté, dans le rôle de président de la SAS, mon rôle s'est déplacé, c'est-à-dire que je suis toujours le mandataire social et en même temps, je tire ma crédibilité d'une assemblée générale qui m'a donné ce mandat. Et d'ailleurs, même juridiquement, il y a un lien de subordination entre moi et les associés. Et donc, j'ai une place qui est un peu plus basse par rapport à celle qu'elle était en tant que propriétaire unique associé et mandataire social. Et cette posture légèrement plus basse, elle participe à créer ce lien beaucoup plus d'égal à égal et d'adulte à adulte entre les associés salariés et moi. Voilà. Oui, merci pour cette précision. Une autre question, à ton avis, qu'est-ce que le modèle coopératif apporte sur le plan économique? Tu en as déjà un petit peu parlé. Peut-être que tu peux nous décrire un petit peu plus ce qui se joue dans les relations aussi. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité, grâce à ces formats de gouvernance et de prise de décision en coopérative, d'ouvrir des espaces pour traiter les sujets qui sont importants. Holacracy nous permet d'avoir un système de prise de décision et de répartition par rôle qui amène beaucoup de clarté et d'explicite sur
qui a quel rôle et qui a quelle autorité pour prendre des décisions seul, etc. Et on a des espaces de réunion qui existent entre nous, entre associés, par exemple des formats comme la rétrospective, qui nous permettent, sur une base régulière, à peu près une fois par saison, d'avoir un temps d'arrêt où on se pose, on s'arrête littéralement et on regarde ce qui vient de se passer, les quelques mois qui viennent de s'écouler, comment les choses se sont vécues, comment les choses se sont passées, où est-ce qu'il y a eu des tensions, etc. Et on utilise cette rétrospective pour nous ajuster, traiter les tensions qui doivent l'être, qui peuvent être des tensions relationnelles, opérationnelles, stratégiques, etc. et mettre en place les décisions qu'il faut pour la période qui suit. Ça, c'est un des exemples de choses qui existaient chez nous avant la coopérative, mais qui a pris un espace beaucoup plus important et beaucoup plus stratégique du fait qu'on soit en scope. Pardon, je souris en même temps parce qu'on a eu une question d'un des participants qui m'est adressée pour savoir en fait quelle a été mon expérience en tant que coopératrice avec ces nouvelles responsabilités, les difficultés et les questionnements que j'ai pu rencontrer. Super, merci pour cette question. Vas-y, Sarah. Je te remercie pour cette inversion de rôle. Je trouve la question super intéressante parce que, comme le disait Alyosha, il y a vraiment aussi cette question du cheminement des propres salariés. Et je pense que je ne me suis jamais sentie l'âme ou en tout cas la dynamique de quelqu'un qui pourrait être entrepreneur, ou en tout cas seul à entreprendre. Et je crois que cette forme d'entrepreneuriat collectif m'a beaucoup plu. Et en tout cas, c'est un cadre dans lequel je me sentais en confiance. Je n'avais pas de doute vers les personnes avec qui je me suis associée, lancée dans cette aventure. Difficulté, c'est plutôt le temps d'acculturation, je dirais, de prendre connaissance de qu'est-ce que ça implique sur le plan juridique, économique. Notamment au moment des statuts, en fait, on passe en revue énormément de points desquels j'étais très éloignée jusqu'au moment où on en parle pour la première fois. Donc, j'ai vraiment apprécié ce temps qu'on a pu prendre ensemble pour que chacun d'entre nous puissions s'approprier et aller creuser ces questions en fonction de là où on était et là où on voulait aussi, ce dont on avait besoin de comprendre. Voilà. Je pourrais encore raconter d'autres choses, mais s'il y a d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alyosha, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu il y a une autre question de Jérôme concernant la confiance en fait dans l'entreprise. La question qui t'est posée, c'est selon toi, la confiance doit-elle être plus présente avant d'intégrer un nouveau partenaire qu'une entreprise qui est ici? Donc j'entends plus présente dans une scope que... Plus présente, oui, parce que c'est un ingrédient nécessaire de base et ça va être dans le deal de départ. C'est-à-dire qu'encore une fois, je l'ai un peu exprimé tout à l'heure, on ne se dit pas que la personne va faire ses preuves et qu'ensuite on va se faire confiance petit à petit, pas à pas. C'est qu'on se dit dès le départ qu'on se fait confiance. Et évidemment qu'il y aura des ajustements, etc. D'un autre côté, il y a un phénomène de dilution aussi, du fait qu'il y a plusieurs personnes qui chacune ont une voix. Donc, à moins d'être deux, il y a forcément une majorité possible. Et il faut savoir qu'en cas de difficultés importantes, par exemple, c'est aussi possible de se séparer d'un associé dans une scope. Pour ce qui est de Semawi, on a fait un choix qui peut prendre d'autres formes, mais nous, on a fait ce choix-là, qui est que quand quelqu'un est embauché en tant que salarié chez nous, cette personne doit poser sa candidature pour devenir associé entre 1 an d'ancienneté et 2 ans. C'est-à-dire qu'on demande à la personne d'attendre 1 an pour, en quelque sorte, que la personne se sente sûre d'être à sa place et se sente de devenir associé et acquis la culture, etc. Et on lui demande de ne pas attendre plus de 2 ans parce que
on se considère on a fait le choix de ne pas vouloir avoir un collège de salariés non associés. C'est un choix, c'est un parti pris qu'on a eu et qui peut tout à fait être différent. On a décidé cette règle-là à la création de la SCOP. Et la première associée qui nous a rejoint après la création de la SCOP, donc on était déjà en SCOP, on a fait autrement. On s'est associé avant qu'elle soit salariée. Donc en fait, on voit que ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure sur cette capacité à s'adapter à ce qui se présente et à prendre des décisions stratégiques de manière rapide sans forcément essayer de toujours suivre un plan. Et Jeanne, en l'occurrence, qui est l'associée la plus récente, nous a rejoint directement comme salarié associé. Ça crée quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que quand on recrute, quand on cherche à recruter, j'en profite pour passer un petit message parce qu'on est en recherche de nouveaux associés. On cherche non seulement des gens qui vont pouvoir travailler avec nous sur le plan de la valeur économique, etc., mais des gens qui vont aussi être nos associés. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que surtout sur une petite équipe comme la nôtre, on avait avant tout besoin de vérifier si on se sent de s'associer avec cette personne et ensuite de voir quelles pouvaient être les conditions d'une embauche, par exemple. Parce que quelque part, les conditions relationnelles, interpersonnelles, nous semblent plus importantes que la partie strictement opérationnelle de fournir un travail au sens d'un contrat de travail salarié. Merci. Une question qui arrive, y a-t-il eu des salariés de Semaoui qui n'ont pas suivi lors de la création en SCOP? Non, tous les salariés ont embarqué. Quand on s'est transformé en SCOP, tous les salariés qui étaient présents à ce moment-là sont devenus des associés. Et après que la SCOP ait été créée, il y a eu, comme j'ai dit, une arrivée, il y a eu aussi des départs. Mais le moment de la transformation n'a pas été un moment où il y a eu des départs. Je pense que c'est possible que dans un moment de transformation, il y ait des départs parce que ça ne conviendrait pas, parce que pour des questions de culture ou de valeurs personnelles, certaines personnes ne s'y retrouveraient pas. Dans notre expérience, la transformation en coopérative est venue après une période un petit peu particulière où l'entreprise a déménagé. Historiquement, l'entreprise a été créée à Avignon, elle a déménagé à Grenoble et on a été plusieurs avec des salariés de l'entreprise de faire ce déménagement, ce qui a certainement contribué beaucoup à resserrer des liens, à augmenter le niveau de cohésion qu'il y avait dans l'équipe. Et c'est le moment aussi où on a opéré ce virage de métier dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, puisqu'avant, on avait un métier qui était beaucoup centré sur l'accompagnement en termes d'identité des entreprises et de communication, et qui est devenu progressivement un métier d'accompagnement des organisations dans leur gouvernance et la vie coopérative. Ce moment-là du recentrage de l'équipe a favorisé l'émergence de la coopérative, c'est-à-dire que quand on s'est décidé pour créer une SCOP, il y avait déjà une très très forte cohérence parmi nous, ce qui fait d'ailleurs que la décision a été rapide et simple à prendre. Peut-être qu'une décision qui est amenée dans un autre moment de la vie d'entreprise aurait pu créer quelque chose de différent, et pourquoi pas, on peut imaginer que des personnes ne s'y retrouvent pas et ne restent pas, ou bien on aurait pu imaginer un scénario dans lequel tous les salariés ne deviennent pas associés, ce qui peut très bien fonctionner là encore. Merci Alyosha pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui comment va l'entreprise? Qu'est-ce que toutes ces transformations et ce cheminement, où est-ce que ça va l'amener? Peut-être les ambitions qui y sont portées aujourd'hui? L'entreprise va très bien. On va bien, et notamment parce que je pourrais considérer qu'on est vraiment aligné avec notre raison d'être. Notre raison d'être est de faire en sorte que dans toutes les formes d'organisation humaine, le travail soit un écosystème de coopération qui permette aux individus de se réaliser, et ça dans un monde en paix. Alors c'est une raison d'être qui est assez haute, qui est assez vaste, et je vois aujourd'hui que dans le travail qu'on fait, dans la manière dont on se développe et dont on envisage notre futur, il y a un très bon alignement entre notre quotidien et cette raison d'être, cette vision à moyen long terme. Aujourd'hui, on est principalement concentré sur des accompagnements d'organisations qui transforment leur forme de gouvernance, ce qui nous semble être un endroit privilégié pour transformer le monde et modifier la manière dont les personnes peuvent
se réaliser et être bien et être à leur place dans le monde professionnel, dans leur travail. On est sollicité aussi par l'espace de la sphère publique, et je pense notamment à l'espace des collectivités et du monde politique, qui est dans un moment de réinterrogation assez profonde et qui se pose des questions sur la manière de repenser les formes de gouvernance aussi dans la démocratie et pas seulement dans l'économie, sujets sur lesquels on a des objets de travail. Et on a aujourd'hui une stratégie qui vise aussi à faire l'expérimentation d'un modèle d'intégration en holacratie, donc en gouvernance partagée, avec plusieurs organisations. C'est-à-dire qu'on a fait tout un cheminement sur les 12 premières années, on va dire, de la vie de l'entreprise, pour en interne développer une culture de partage de l'autorité, de règles de gouvernance explicites, avec un design de gouvernance avec des rôles organisés en cercles qui sont autonomes et interdépendants. Et en fait, une fois qu'on a bien avancé sur ce travail, on s'est posé la question d'aller influencer l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un système et on fait nous-mêmes partie de systèmes plus vastes. Et dans cette démarche-là, on est aujourd'hui dans une phase d'intégration avec une autre société qui s'appelle Evolve, avec qui on a créé une organisation commune qui s'appelle Chaosen, et qui fonctionne elle-même en holacratie. Et nous sommes nous-mêmes deux organisations qui font partie d'une organisation plus grande. Ce faisant, on a délégué une certaine partie de notre autorité à ce cercle qui est plus grand que notre propre cercle d'entreprise pour aller vers quelque chose de plus large en termes d'intégration de gouvernance partagée. Voilà les sujets qui nous occupent. Pour faire un petit peu de teasing, on a un livre de Semaoui qui est en voie de finalisation et qui devrait être publié d'ici la fin de l'année, dans lequel on raconte un petit peu notre histoire, ce cheminement et la proposition qu'on a à faire au monde et en particulier au champ économique, au champ de l'entreprise. Merci Lecha pour ces précisions sur l'actualité de Semaoui. On va arriver au bout de notre temps. Si on devait retenir quelques idées saillantes de cette transformation en société coopérative, quels seraient les éléments que tu voudrais réappuyer? Si vous êtes là aujourd'hui et que vous écoutez ce webinaire, ça veut dire que soit vous envisagez ce type de format pour votre entreprise, votre organisation, soit vous êtes membre d'une entreprise et vous vous dites peut-être que ça pourrait être une forme intéressante d'évolution. Et j'ai envie de vous dire, osez, essayez. Il n'y a pas tant de risques que ça. C'est une expérience qui, peut-être d'une certaine façon, est irréversible et irréversible dans le bon sens. C'est-à-dire que je ne connais pas dans mon entourage de gens qui ont fait ce chemin-là, d'aller vers une forme coopérative et qui se disent après qu'ils auraient mieux fait de faire autrement ou qu'ils voudraient revenir en arrière. Personnellement, comme mandataire, comme leader de Semaoui, pour rien au monde, je reviendrai à une autre forme d'entrepreneuriat. Ça me semble inconcevable. À tel point, ça a changé ma vie et ça a changé aussi la possibilité pour Semaoui de s'épanouir, de s'émanciper et d'aller explorer des terrains que certainement nous n'aurions pas été capables d'explorer dans la forme précédente d'entreprise, tout simplement parce que les formes traditionnelles de l'entreprise capitalistique créent une forme de goulot d'étranglement autour du dirigeant, parce qu'il y a un excès de pouvoir, de responsabilité et de charge mentale sur une personne dans un point névralgique qui est un point de fragilité en réalité. Ça peut donner une impression de contrôle parce qu'il y a théoriquement plus de pouvoir. En réalité, plus que du contrôle, je pense que c'est de la fragilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les scopes sont des formes d'entreprise beaucoup plus résilientes que les autres, qui offrent des capacités d'adaptation et de flexibilité, qui, à mon avis, dans le monde dans lequel on est et ce contexte-là très particulier de 2020, probablement va être un moment de virage pour beaucoup d'organisations. On va devoir coopérer mieux qu'on ne l'a fait par le passé. Évidemment que la forme des entreprises coopératives est une forme privilégiée pour ça. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez aujourd'hui. On a diverses façons de communiquer. Vous êtes les bienvenus pour entrer en contact avec nous et discuter de tous ces sujets qui nous passionnent beaucoup. J'espère à très bientôt. Merci Lecha pour cette conclusion. On arrive au bout de nos
d'échange, donc je tenais vraiment à vous remercier pour les différentes questions qui nous ont été adressées. Et je vous indique qu'on a d'autres webinaires auxquels on sera heureux de vous accueillir à nouveau. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez qu'on aille plus loin. Bonne journée, à bientôt.